Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, j'interroge Julie qui est ergothérapeute. C'était super important pour moi de pouvoir très vite interroger des personnes travaillant dans l'univers de la santé. Et j'aimais bien surtout le fait de commencer par un métier qui intégrait une grande part de bien-être dans toutes ses dimensions. Parce que c'est aussi ça, sauver et réparer. Et en parlant avec Julie, en fait, je me suis très vite aperçue que son métier dépassait largement le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, on va parler de handicap, bien sûr, d'accidents de parcours, de vies bousculées dans leur certitude du chemin tout beau et tout tracé d'avance. Mais surtout, on va parler d'inclusion. Parce que avant tout, en fait, le métier d'ergothérapeute, c'est de permettre aux personnes d'être de nouveau autonomes dans leur vie de tous les jours et finalement de se réinsérer dans la société, de ne pas être laissées de côté. Quel beau métier exercé par Julie, et je dois dire avec beaucoup d'humilité, de douceur et d'empathie. Julie, merci 1000 fois de nous avoir ouvert toutes les coulisses de ton métier et puis je te dis à très vite pour de vrai à Lille. Allez, place à l'interview. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, un petit 5 étoiles plein les yeux. Le partager aussi à votre entourage. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous inviter à découvrir un métier méconnu en laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur le compte Instagram. Allez, c'est parti! Bonjour Julie. Bonjour Julie. Quel beau prénom. J'imagine qu'on te l'a déjà dit, non? Oh bah oui. En toute objectivité, bien sûr. Entre Julie, on se comprend. Exactement. Bon, Julie, on s'est rencontrés il y a quelques mois lors d'un week-end, on va dire, plutôt festif, avec le clan des Lillois. Mais entre deux repas gargantuesques et des parties de ping-pong, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, parties pendant lesquelles j'ai particulièrement brillé, n'en déplaise à certains, on a quand même repris nos esprits, toutes les deux, et on a discuté. Tu m'as alors expliqué le métier que tu exerçais, ergothérapeute. C'est un métier qui est peu connu parce que j'en ai parlé autour de moi et j'ai dit que j'allais t'interviewer. Et à chaque fois, on a fait les gros yeux en disant tiens, je ne connais pas. Donc voilà, donc Julie, je voulais te dire que ça me fait particulièrement plaisir que tu as accepté mon invitation. On va se partager. Et avant de commencer l'interview, je voulais juste faire un petit coucou au clan des Lillois et bien sûr à Nicolas, ton mari qui a essayé de s'incruster dans l'enregistrement il y a quelques minutes. Donc j'espère que tu l'as enfermé. Mais en tout cas, merci parce que c'est aussi lui qui a permis qu'on se rencontre. Donc voilà. Julia, avant qu'on découvre ton métier là, pendant cette interview, pour démarrer, moi je t'avais demandé de réfléchir à quelque chose pour démarrer plutôt perso, c'est-à-dire un bouquin, un film, une musique, voilà, je ne sais, un lieu, une adresse, un souvenir que tu as envie de partager avec nous. Oui, c'était pas simple de réfléchir à cela et de sélectionner en tout cas une idée. Je me suis arrêtée sur un bouquin parce que ces derniers temps, je me suis mis pas mal à la lecture. Et sur un bouquin en particulier de Melissa d'Acosta qui s'appelle Tout le bleu du ciel. Je sais pas si... Alors ce nom me dit quelque chose, mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui m'en a déjà parlé. Tu peux nous décrire le bouquin, l'histoire? En fait, ouais, il s'agit d'un jeune homme qui a moins de 30 ans et qui vient de connaître son diagnostic d'un Alzheimer précoce, d'une démence précoce, et qui décide de quitter sa famille, d'abandonner les soins pour faire un dernier voyage. Donc il s'achète un camping-car. Et il met une annonce sur Internet pour trouver quelqu'un qui pourrait lui tenir compagnie pendant ce voyage parce qu'il n'a pas envie de partir seul. Et quelqu'un répond rapidement, une fille, Joanne, répond rapidement à cette annonce et elle débarque donc au pied du camping-car le jour dit du départ.
et ils entament tous les 2 un voyage, elle est, enfin, on fait, voilà, un petit peu connaissance avec, chaque personnage et leur personnalité et puis on découvre au fur et à mesure du bouquin, leur histoire et donc elle a plutôt une personnalité un peu, voilà, réservée, introvertie, mystérieuse, enfin, elle est là, mais on se dit: «Ben, pourquoi elle est là, quoi? Pourquoi elle a accepté?» Parce que je veux dire, il y a pas de enfin, c'était donnant-donnant. Je veux dire, c'était un deal, comme ça, mais il y avait pas d'intérêt financier ou autre. On fait on comprend au fur et à mesure du bouquin, pourquoi elle a répondu à cette annonce et quelle est son histoire à elle et voilà, une histoire qui est aussi compliquée et puis bon, Ouais, la j'imagine suite, que tu réponds faut pas à ce genre d'annonce, effectivement, s'il y a pas quelque voilà, c'est chose dans ça, ta ouais. vie qui t'a un Qui peu, t'a qui t'a, effectivement, poussé à aussi, faire une rupture avec l'entourage et autres. Donc on comprend tout ça au fur et à mesure du livre et puis, forcément elle l'accompagne aussi, dans l'évolution, de sa pathologie, hein, qui est une démence qui évolue, rapidement et après voilà, je peux pas tout dire, sur l'histoire, ça n'a pas d'intérêt de dévoiler, mais franchement c'est un livre qui est super émouvant. Bon, ça fait partie de ces bouquins un peu, feel good, qu'on a, enfin qui sont à la mode, mais enfin voilà, super bien écrit, c'est Et Julie, ce bouquin, est-ce que les balades, c'est pas dans les Pyrénées, et cetera? oui, ils Ah, mais alors partent, attends, en c'est montagne. mais voilà pourquoi ça me dit quelque chose. J'ai Ouais. interrogé Anaïg, une paludière, tu sais, la personne qui ramasse Ouais, le sel à ouais. Guérande, il y a une semaine, quoi. Ah Et elle excellent, m'a elle parlé a sorti le exact même. elle m'a sorti le même bouquin, c'est pour ça que le nom me disait quelque chose, j'avais pas fait le lien et elle m'a dit qu'elle avait Ouais, adoré et il d'autant a la cote. plus que, elle était à ce moment-là, dans les Pyrénées en balade, D'accord. pendant les vacances, Ouais là, donc et ça ouais, du coup, elle s'est vachement projetée là-dessus donc il faut et vraiment que je ouais, finisse par franchement, aller c'est acheter ce bouquin alors parce que à oui, force qu'on m'en parle, je crois honnêtement, que ouais. ouais, ouais. Alors c'est un gros pavé, hein, au départ, c'est un truc de 800 pages, on se dit: Ah la «Waouh, vache! mais qu'est-ce qui» ouais, mais on les voit pas passer. Franchement, c'est D'accord. super emballant. Ouais. Ah bah, en tout cas, ça a l'air très beau et ça fait 2 personnes, donc je pense que c'est un signe quand même. OK. Ouais, 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 carrément, c'est Bon, vrai. OK, super. Merci pour la minute lecture. Alors la deuxième question, je t'avais demandé de réfléchir à une anecdote, cette fois-ci vraiment liée à ton métier d'ergothérapeute. Une anecdote qui peut être, drôle, émouvante, insolite, peu importe, quelque chose qui t'a marqué et que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui. Mmh. Ça va permettre de rentrer un peu plus dans le vif, du sujet, hein, parce que, en fait, quand j'ai voulu préparer un peu ce point-là, je me suis rappelé, une patiente que j'ai suivie, en centre de rééducation, qui était une patiente qui avait, 45, ouais, allez 46 ans, je crois et qui a fait, une tentative de suicide. Elle s'est jetée, d'un pont au-dessus de l'autoroute et en fait, elle a été du coup, polytraumatisée. Elle a présenté, vraiment de nombreuses fractures au niveau du bassin, au niveau des talons et donc elle a été, très longtemps, elle est arrivée en centre de rééducation, immobilisée. Il a fallu la remettre, debout. Mais on a très vite compris dans son histoire qu'en fait, forcément, il a fallu prendre en compte, l'aspect psychologique, de la chose et dans son histoire de vie, en fait, elle était, on va dire, un peu, brimée par son mari et c'est une personne qui, en fait, n'avait jamais rien vécu, elle était tout chez elle, elle avait très peu de liens social, très peu d'amis, elle avait quasiment pas le droit de sortir, enfin voilà et finalement, l'arrivée en centre de rééducation, franchement, elle s'est battue, elle s'est remise sur pied. Tout l'accompagnement avec notamment les services sociaux et autres ont permis de dénouer un petit peu la situation, c'est-à-dire qu'elle a demandé le divorce en fait. Elle a passé le pas et donc ça, je la fais rapide parce que ça a duré quelques mois, hein, cette Ouais, j'imagine que rééducation. ça ce genre de virage, tu le fais pas en 2 secondes, Voilà, quoi. c'est Ouais. ça et en fait, c'est une personne qui après, au fur et à mesure de la rééducation donc a commencé à prendre son envol finalement.
Elle a réussi après à avoir un logement à elle, le temps que le divorce soit prononcé. Elle a pris son indépendance, et c'était vraiment le cas de le dire en fait. Vraiment, elle a repris goût à la vie, et elle a quitté le centre de rééducation après voilà un certain temps, et elle est revenue nous rendre visite voilà, en plein été, quelques mois après nous avoir quittés, en disant et ben maintenant je m'éclate, j'ai rencontré quelqu'un, Oh, génial. je sors en boîte de nuit. Et en fait, enfin voilà, elle revivait et tout ça était derrière elle, quoi. Donc, il y avait vraiment une reconstruction à la fois physique, je dirais un peu sociale par rapport à son statut d'épouse. Et en fait, pour elle, tout ce parcours, j'ai l'impression que ça a été une libération. Alors, il restait franchement des séquelles et elle n'avait pas récupéré toutes ses possibilités physique du genre elle marchait mais elle pouvait pas mettre de talons ou alors elle me disait bah, je m'en vais en boîte mais j'y vais en Converse. Ouais, en fait, je trouve que elle est vachement bien choisie cette anecdote parce que bon, elle est triste, mais je pense que de toute façon, on va en reparler. Mais je pense que tu es forcément confronté Ouais, à des situations difficiles parce que tu ne vas pas voir un ergothérapeute si tout va bien dans ton c'est corps. ça. Donc, il y a forcément eu à un moment donné une complication, voire un traumatisme. Et, euh, et en même temps, ce que j'ai perçu de votre métier, c'est qu'effectivement, tu peux pas faire ça comme un médecin lambda. C'est-à-dire que tu es au contact des gens et que ça va bien au-delà du physique. Ça touche Oui. aussi à la relation, Mmh, mmh. à la psychologie et donc à la Alors reconstruction globale de la personne, quoi. mmh, ouais. Bon, merci beaucoup Julie pour cette anecdote. Alors, c'est un peu bizarre de parler d'anecdote parce que je trouve qu'il y a la vie de quelqu'un derrière, mais en tout cas de cette histoire. Et je trouve qu'il illustre vachement bien ton métier. Alors, avant de le décrire, justement, ton métier, moi, je suis toujours très curieuse de savoir quel a été ton parcours avant de l'exercer, ce métier. Est-ce que tu as fait ça direct après tes études ou bien tu as eu un autre métier avant et si oui, lequel? Ouais, non, j'ai fait ça directement après mes études. Bah, pour l'histoire, en fait, voilà, dans mes années lycée, je me tâtais entre guillemets. J'ai toujours été attirée par une profession médicale ou paramédicale, hein. Je me suis jamais vraiment posé la question de j'ai envie de faire autre chose. Alors, je sais que j'ai une maman qui est dans le paramédical aussi. Peut-être que ça a été quelque part induit par ça. Elle fait quoi comme métier, ta maman? Elle, elle est manipulatrice en électroradiologie, donc elle fait les radios, les radiographies, les scanners. Donc elle travaille à l'hôpital aussi. Et donc voilà, j'ai toujours été, j'allais la chercher à la sortie du boulot. Voilà, moi, j'allais dans les hôpitaux sans avoir mal, quoi. Donc peut-être que j'ai été attirée par ça. De la même façon, bah, très jeune, enfin à partir de 16 ans, j'ai fait des boulots d'étudiante l'été en tant qu'aide-soignante. J'étais au contact des personnes âgées essentiellement. Donc très rapidement, j'ai trouvé un peu ma voie, on va dire, par rapport à la relation thérapeutique, quoi, le côté utilité et l'aide à la personne, ça m'intéressait. Et en fait, je dirais que dans la fin des années lycée, j'avais plus comme idée l'idée d'être kiné en fait. Donc au départ, j'ai démarré après le bac les concours et la préparation aux concours paramédicaux pour être kiné. Et en fait, j'ai fait une préparatoire à ces concours qui permettait de découvrir d'autres métiers paramédicaux. Donc au cours de cette prépa, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer sur le terrain différents types de professionnels, comme des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Et quand je suis allée rencontrer finalement un ergothérapeute dans un centre de rééducation, qui m'a présenté son métier, le plateau technique, je me suis dit, et la différence qu'il y avait par rapport à un kiné, je me suis dit que c'était plus ça qui me parlait en fait par rapport à ce que je voulais apporter aux gens. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait une vision un peu plus globale
de la personne soignée. Et puis surtout, on en reparlera après, mais les interactions entre l'environnement, les activités de vie quotidienne, voilà, qui étaient complémentaires du kiné, mais d'ordre plus fonctionnel, je dirais. Alors justement, ça fait partie de mes questions de connaître la La différence entre un différence. kiné et un... Donc on verra ça une fois que tu nous auras Ouais, expliqué le métier d'ergothérapeute pour essayer de mieux comprendre en quoi vous êtes complémentaires et différents. ouais. Dans les études que tu as menées, donc d'ergothérapeute, est-ce que tu peux nous expliquer quel type de choses on vous apprend? J'imagine qu'il doit y avoir du théorique et du Ouais, tout à pratique. Enfin, fait, comment ouais. ça se passe? Alors moi, j'ai fait mes études à l'école d'ergothérapie de Berck, à l'Institut de formation en ergo de Berck. On a des cours en commun avec les kinésithérapeutes d'ailleurs. Sur les premières années, ce qu'on apprend, on va apprendre l'anatomie de l'homme sain, entre guillemets. Puis sur la deuxième et troisième année, ça se passe en 3 ans, plutôt les pathologies, hein, qui vont être d'ordre neurologique, rhumatologique, traumatologique, la pédiatrie, la psychiatrie, ce genre de choses. Et puis en parallèle à ça, on apprend des techniques qui vont être aussi très spécifiques à l'ergothérapie, c'est-à-dire qu'on aura peut-être aussi l'occasion de réexpliquer après. L'ergo utilise des activités, on va dire, de type médiatrice, des activités dites thérapeutiques qui vont permettre un gain en termes d'amplitude articulaire, de force musculaire, de gestes fonctionnels. Et donc, sur la première année, on nous sensibilise à des techniques artisanales, par exemple. Hein, donc, on peut apprendre des techniques de vannerie, de menuiserie, de macramé, par exemple, de couture, des choses comme ça, qui vont permettre après d'être utilisées en tant qu'activité thérapeutique pour répondre à des objectifs thérapeutiques. De ce que j'ai lu, c'est un métier qui se développe énormément. Oui. Et qui, alors dans ce que j'ai lu, alors je suis pas sûre que les chiffres étaient très suffisamment actuels, hein, mais j'ai lu que vous étiez en fait que 12 000, ça me paraissait peu, mais que c'était une profession qui était en forte augmentation Ouais. et qu'ils allaient augmenter d'ailleurs les quotas de formation dans le cadre du plan Alzheimer. Je sais pas Oui. si tu avais vu Ouais, ça. bien sûr. Enfin, oui, j'imagine que oui. Pour justement favoriser le nombre de futurs ergothérapeutes. Ouais. Moi, ça me paraît être un métier essentiel et effectivement, finalement, très peu Peu développé, quoi. connu, ouais. Donc, ouais. Et en plus, toi, du coup, quand tu as commencé, ça devait être encore pire, non? Ouais, alors moi je suis diplômée de 2006, donc effectivement, même si le temps passe vite, ça commence un petit peu à dater. Et depuis que je suis sortie de l'école, il y a eu un essor en termes de création d'écoles, d'instituts de formation, clairement. Et on sent bien effectivement la volonté de développer la profession parce qu'il y a des besoins auprès des personnes âgées, il y a des besoins en termes de prévention sur des pathologies chroniques, l'AVC, le diabète, l'obésité. Voilà, on peut se retrouver sur différentes problématiques, effectivement. Et j'ai vu aussi que vous travaillez, alors c'est des choses que j'ai découvert en fouillant avant notre interview, que vous travaillez aussi sur d'autres handicaps, hein, ça peut être aussi des handicaps mentaux. Et je pensais pas à ça, mais je vais te poser pas mal de questions par Mhm. rapport à ça, et notamment en fait sur leur lieu de travail. Et je me suis dit qu'aussi une autre source de développement, c'était aussi le fait de l'inclusion Tout à fait. des personnes en situation de handicap dans le milieu du Ouais. travail, qui je trouve, a l'air de se développer ces dernières années. Et donc forcément, c'est un corollaire, Ouais, c'est que forcément, vous avez aussi du boulot par rapport à ça, quoi, exactement, ouais. j'imagine. Alors là, actuellement, pour répondre justement à ta question, moi, le poste que j'occupe actuellement, il est orienté sur la réadaptation professionnelle, donc pile poil sur ce sujet, effectivement. Ah, ben on va pouvoir en reparler alors, ok. Bon alors, si maintenant on rentre dans le vif du sujet, en gros, est-ce que tu peux nous définir, nous dire en quoi consiste ton métier le plus concrètement possible et alors celui que tu occupes, mais plus globalement, quoi, en tant Hmm. qu'ergothérapeute. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que c'est assez vaste, effectivement.
de façon générale, l'ergothérapie, c'est une profession de rééducation, de réadaptation et de réinsertion. Donc dans l'idée, c'est effectivement, on va dire, évaluer auprès des personnes qui présentent une difficulté particulière, que ce soit de mobilité, que ce soit de réalisation d'un geste dans la vie quotidienne pour faire sa toilette, pour s'habiller, en lien avec effectivement, pourquoi pas, un trouble de l'équilibre, une difficulté à réaliser tel ou tel geste. C'est de trouver des moyens de soit rééduquer, soit pallier à la difficulté en travaillant sur la réadaptation et en trouvant des moyens de compenser cette difficulté et de favoriser, de participer à l'insertion, qu'elle soit effectivement professionnelle, qu'elle soit dans la vie de la cité, dans la vie sociale, dans la réalisation des loisirs. Et c'est donc limiter le plus possible les situations dites de handicap. Et d'isolement, quoi, Et j'imagine. par exemple, et d'isolement, tout à fait. Ouais, ouais. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des ergothérapeutes qui pouvaient aussi travailler, alors du côté aussi des industriels, c'est-à-dire qu'ils vont être en conseil pour la fabrication de, je sais pas, de Oui, fauteuils, d'ascenseurs, tu sais, de monte ouais. escalier ou de choses comme ça, en termes de design d'objets Ouais. aussi. Euh, donc vous avez en fait une palette d'actions. Alors j'imagine que ce ne sont pas les mêmes ergothérapeutes Oui, oui, qui oui, ouais. exercent du côté des industriels et du côté du patient. Mais c'est en fait des débouchés qui sont super Ouais. larges quand même, en fait, hein, quand tu deviens ergothérapeute. Alors c'est bien et en même temps, bah, lorsqu'on est face à des personnes qui connaissent pas la fonction, c'est compliqué d'expliquer et les personnes ont parfois du mal à comprendre que effectivement notre champ d'action soit aussi vaste. Mais enfin voilà, on travaille aussi bien en pédiatrie qu'en psychiatrie, qu'auprès de la personne âgée, effectivement qu'auprès de pourquoi pas l'élaboration d'aides techniques, auprès d'architectes pour travailler autour de l'accessibilité de lieux publics ou privés. Donc effectivement, on est sur le champ du handicap, mais de façon assez large et transversale finalement. Ouais, exactement. Et c'est vrai que tu as raison, c'est que le peu de personnes qui connaissent le mot ergothérapeute en ont à chaque fois une vision assez Mmh. différente. Et j'avoue qu'en préparant l'interview, je me suis aperçue que j'en avais une mauvaise Ouais. vision. Quand je dis mauvaise, c'est Mmh. restreinte. Alors tu disais justement que ça pouvait être pédiatrique, etc. Donc moi j'ai vu que ça pouvait être effectivement aussi des handicaps donc Oui, mentaux. Ça peut être aussi, je n'avais pas du tout pensé à ça, mais j'imagine peut-être aussi potentiellement des tout à fait, aveugles. ouais. En fait, pour moi, l'ergothérapie était forcément liée à un traumatisme Physique. physique. Tu Mmh. vois ce que un handicap physique, c'est débile de le dire Mmh. comme ça, puisque les aveugles c'est physique, mais je pensais que c'était plutôt un handicap musculaire ou Mmh. osseux, tu vois. Donc déjà, je découvre ça. Est-ce que toi, tu peux nous donner les exemples les plus différents de cas de figure dans lesquels tu peux être amené à intervenir? Oui, je dirais que de toute façon, la démarche finalement, elle est toujours la même. C'est identifier les difficultés de la personne et ensuite chercher à apporter des solutions pour limiter la dépendance, c'est-à-dire apporter justement de l'indépendance à la personne. Donc on peut retrouver ça chez une personne âgée qui aurait une difficulté, par exemple, à sortir de son lit le matin, parce que ben effectivement elle est un petit peu désadaptée sur le plan de l'équilibre ou elle a une perte de force musculaire, donc elle n'arrive pas à s'asseoir au bord du lit et puis passer à la position debout. Bon, ben, on va chercher effectivement, pourquoi pas, à proposer une adaptation de l'environnement et peut-être une barre d'appui, ce genre de choses, ou retravailler le schéma moteur et lui donner des techniques pour favoriser son transfert, se relever de son lit. Donc là, on va agir à la fois sur la personne et sur l'environnement. Et finalement, ce type de démarche, on peut retrouver aussi chez une personne voilà, qui aurait une difficulté, par exemple aussi cognitive, une personne qui aurait une difficulté de mémoire, qui n'arrive pas à mémoriser euh,
les choses qu'elle a à faire ou les rendez-vous qu'elle a à faire dans la vie quotidienne ou des rendez-vous médicaux qu'elle a à honorer. On va identifier cette difficulté donc par le biais d'un certain nombre de tests et proposer différentes pistes de solutions pour pouvoir s'organiser. C'est lui apprendre à utiliser pourquoi pas un smartphone avec le système de calendrier avec un rappel via le téléphone qui va lui permettre donc à la fois de programmer ses rendez-vous et ses rappels de façon à ce qu'elle n'oublie pas. Ça peut être aussi une difficulté par rapport à ses problèmes de mémoire à utiliser les transports en commun et à ce moment-là, c'est trouver des stratégies avec elle, la réentraîner à utiliser les transports en commun pour faire un déplacement lambda. Alors par exemple, celui du domicile jusqu'au lieu de travail. Et attends, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu peux être amené à faire les Tout trajets à avec fait. cette personne-là pour... Ouais, le cœur de métier, de toute façon, c'est la mise en situation. Quand je parlais tout à l'heure d'utiliser l'activité comme médiatrice, j'expliquais, voilà, j'avais donné l'exemple de l'activité artisanale, mais l'activité de vie quotidienne, c'est le cœur de métier de l'ergothérapeute et la mise en situation, c'est le moyen de vérifier les capacités de la personne et aussi les moyens de la réentraîner. Donc effectivement, ça peut être, on retravaille le trajet en l'accompagnant, en trouvant des solutions pour exploiter un plan de transport en commun, pour travailler sur des repères spatiaux. Il faut que à telle station, je me dise, moi, c'est la suivante. Donc trouver des façons de compenser et des astuces pour pouvoir rendre la personne toujours indépendante et qu'elle soit le moins possible dépendante d'une tierce personne euh, et qu'elle puisse être tout simplement libre quoi, de faire ce qu'elle a envie au moment où elle a envie et pour répondre à ses besoins sociaux, à ses besoins culturels, à ses besoins de loisirs, à ses besoins En tout cas, ce que je comprends, c'est que l'objectif final de toutes les actions que tu as à mener, c'est, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la réinsertion, quoi. C'est vraiment faire en sorte que, quelle que soit la problématique de la personne puisse se réadapter pour vivre à nouveau en société, tout à quoi. fait, Enfin, ouais. c'est Et ça. en étant, si possible, le plus indépendante possible. C'est-à-dire que en fait, on peut lui mettre à on peut l'entraîner à utiliser même un matériel, une aide technique, hein, ce qu'on appelle une aide technique. Par exemple, chez la personne qui est malvoyante, c'est la canne blanche, qui peut être un matériel mis à disposition. Lorsque la personne sait l'utiliser, elle n'a plus besoin de quelqu'un d'autre. L'aide technique, c'est la béquille pour marcher, c'est le fauteuil roulant pour se déplacer. Une fois que la personne sait utiliser l'aide technique dans son environnement, dans l'environnement qui est approprié et qui est accessible, elle est effectivement indépendante pour la réalisation de ses activités de vie quotidienne. Est-ce que ça peut t'arriver d'agir aussi sur la famille, sur l'entourage? Est-ce que les conseils ne sont portés que et les actions ne sont portées que à la personne, au patient, ou également potentiellement à la famille qui doit aussi, qui est impactée hein, par tout ça? Il y a un gros travail à faire effectivement avec la famille, avec les époux, avec les enfants, avec les conjoints. Ça se retrouve tout au long de la prise en charge et notamment, on intervient sur le lieu de vie aussi des personnes. On organise des visites à domicile pour évaluer l'environnement et donc dans l'environnement en général, il y a aussi l'environnement familial. Je prends un exemple en tête, quand je travaillais en centre de rééducation, c'était aussi apporter des conseils auprès du conjoint qui revenait chercher l'époux, par exemple, en permission thérapeutique. Ils avaient le droit en fait de sortir le week-end, on organisait le week-end des sorties au domicile. Et donc, il y a toute une préparation à effectuer et aussi à apprendre au conjoint comment je peux par exemple, faire passer mon mari du lit au fauteuil le matin ou du lit au fauteuil ou le faire l'installer dans la voiture ou le faire sortir de la voiture si c'est possible. C'est voilà apprendre
démonter peut-être une partie du fauteuil pour le charger dans le véhicule. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont effectivement nécessaires. Donc, on est dans le conseil et là aussi, en général, dans la mise en situation. C'est-à-dire qu'on va organiser des fois même des séances avec la famille pour pouvoir faire, faire les manœuvres au conjoint et puis réajuster ou corriger ou améliorer si besoin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Julie, d'arriver au constat que malgré toutes les actions possibles, en fait, la personne ne sera pas capable de rester autonome, entre guillemets, et doit du coup être placée dans un institut spécialisé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça peut vous arriver d'arriver à ça? Ou finalement, est-ce que les personnes n'arrivent pas jusqu'à vous parce qu'elles ont été détectées avant? Et si c'est le cas, si tu as déjà vécu ça, ça doit être dur. Et qu'est-ce que tu le vis comme un échec et comment tu le ressens, quoi? Alors oui, si je repense à mon expérience en centre de rééducation, c'est effectivement déjà arrivé que on puisse pas récupérer toutes les capacités, toutes les facultés de la personne accompagnée. Là, ça fait partie un petit peu du processus d'accompagnement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsqu'on voit que ça stagne, il y a une prise de décision en équipe, hein, avec aussi un médecin de rééducation, avec aussi un travail de longue haleine avec l'assistante sociale, par exemple, et des psychologues, ce genre de choses, pour faire aussi accepter les choses à la fois à la personne accompagnée et aussi au conjoint. Donc après, finalement, ça fait lien aussi avec le projet de vie de la personne. Parce qu'on se dit rapidement que effectivement, dès que la personne n'est plus autonome, dès qu'elle devient dépendante, on pense au placement. Alors ça existe effectivement. Après, vous avez des personnes qui l'excluent totalement et qui souhaitent, qui ont comme projet de vie de retourner à la maison malgré les difficultés. Et là, il faut mettre en place tout un arsenal de moyens, que ce soit matériel ou humain, pour donc avec pourquoi pas du passage d'auxiliaire de vie, aide-soignante, infirmière, kiné à domicile, ce genre de choses, pour pouvoir continuer euh, les soins à la maison ou en tout cas favoriser la réinsertion à la maison. J'imagine que c'est l'objectif majeur, quoi. Mm. Enfin, donc, ça doit être compliqué d'être amené à le refuser. Est-ce que, en général, dans quel contexte les patients arrivent? La plupart du temps, est-ce que tu as plus de patients qui ont des pathologies liées à la vieillesse ou plutôt à ce que j'appelle des traumatismes, c'est-à-dire des accidents de la Mm. vie? Alors, ça va me permettre de resituer un petit peu par rapport à mon activité, le poste que j'occupe actuellement. J'ai plus de personnes actuellement, donc je suis sur un service de réadaptation professionnelle, qui vont être, qui ont sur leur parcours plutôt un accident de la vie, une pathologie chronique et voire même un accident du travail ou une maladie professionnelle. D'accord. Donc, ce sont finalement des origines qui sont assez diverses, hein. Et puis, il y a aussi des personnes qui viennent à moi avec des troubles acquis dès la naissance, hein. On a aussi des pathologies congénitales, voilà, des choses assez variées. Ok, et donc ça, c'est tout ce que tu peux effectivement avoir comme typologie de patient dans le cadre de ton lieu de travail. Tu disais que tu as travaillé en institut, ça veut dire quoi institut? Et est-ce que c'est public? Est-ce que c'est affilié à un hôpital? Ouais. Est-ce que c'est privé? Juste que tu nous expliques le Alors contexte. du coup là, moi c'est un centre de réadaptation professionnelle, c'est un établissement public qui a pour particularité de recevoir que des personnes ayant une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, avec pour objectif une nouvelle formation à la clé en fait, hein. Le centre de réadaptation professionnelle est ni plus ni moins qu'un centre de formation, hein, qui donne
un diplôme en fin de parcours, mais qui va tenir compte du parcours de santé, des difficultés liées à la problématique de santé et qui va aussi avoir pour plus-value justement cet accompagnement médico, psycho-social, quoi, par rapport à un centre de formation de droit commun. Donc en fait, ce sont des gens qui ont un parcours professionnel antérieur, souvent qui ont déjà travaillé et qui n'ont pas pu, à la suite d'un accident de la vie, que ce soit un accident de voiture, que ce soit un AVC, que ce soit effectivement la survenue d'une pathologie chronique, comme j'évoquais tout à l'heure, qui ne peuvent pas reprendre leur métier de base, leur poste de base, qui doivent songer à une reconversion professionnelle. Et tu voulais guider dans juste... Est-ce que vous pouvez t'amener à aller jusqu'à les aiguiller vers une typologie de métier Est-ce que ça fait partie Alors, de l'accompagnement? il y a deux entités, enfin, il y a différents dispositifs en fait. Il y a un dispositif qui permet de faire de la définition de projet. Effectivement, ça, ce sont des personnes qui vont pas vraiment avoir d'idée. Elles savent juste qu'elles peuvent pas reprendre leur métier antérieur, qu'il faut qu'elles changent, donc il faut qu'elles fassent un peu le deuil de leur ancien métier, de leur ancienne expérience professionnelle, et qui ne savent pas trop quoi, ce qu'elles peuvent faire. Et surtout, là, il faut les orienter sur quelles sont leurs limites, alors que ce soit physique, cognitive. Donc, on identifie un petit peu les choses qui dysfonctionnent d'un point de vue des capacités et ce qui fonctionne bien aussi. Leur beau potentiel. Elles ont un problème de santé, mais elles peuvent encore faire tel geste, elles peuvent encore rester debout, elles peuvent encore peut-être porter un petit peu de poids, de charge, ce genre de choses. Et du coup, c'est les orienter après à trouver un métier qui va répondre à leurs capacités. Et puis, il y a les autres, il y a vraiment la partie formation, donc là, avec l'obtention d'un diplôme en fin de parcours, où là, les personnes rentrent finalement chez nous avec déjà le projet plutôt bien avancé et bien établi, bien élaboré. On est en général sur des formations de type administrative, des métiers du tertiaire, des choses qui sont beaucoup moins physiques que, les métiers du bâtiment. Ouais, j'imagine que vous n'allez pas les réorienter vers des ménageurs ou... Ouais, ça, bon, du coup, c'est vraiment un métier... plus je le découvre, plus je le trouve extrêmement complet. Et, alors, je sais que par ailleurs, tu as une fonction... t'as aussi... tu exerces ton métier dans un cadre libéral, Oui. c'est ça? Est-ce que ça t'amène à exercer ton métier différemment et avoir d'autres types de personnes en patient ou pas Alors, oui, ça permet finalement, enfin, ce statut permet aussi d'aller répondre à des besoins auprès de structures qui n'auraient pas forcément d'ergothérapeute en interne. D'accord? Alors, soit par rapport à des problématiques financières et de budget, soit voilà, par rapport aux besoins, il y a besoin d'interventions plus ponctuelles. Donc, voilà, ça me permet effectivement d'intervenir dans d'autres types de structures, comme par exemple des structures d'accueil de personnes âgées. On va être sur de la stimulation des capacités physiques et cognitives, par exemple. Et ça peut être aussi répondre à des besoins en termes d'aménagement de domicile, donc dans tout ce qui est problématique du maintien de la personne âgée à domicile. Ça peut être voilà, du conseil sur l'aménagement du logement, comment prévenir les chutes, ce genre de choses. Ok. Donc, du coup, c'est une palette qui est encore Ouais. différente et qui élargit, quoi. Alors maintenant, est-ce que tu peux essayer de nous décrire toutes les étapes d'accompagnement d'une personne du premier jour où tu la rencontres au dernier jour où tu lui dis au revoir et tu lui souhaites belle vie? Alors, sur le papier, hein, parce que après, il y a la réalité de terrain qui fait que on n'a pas toujours la possibilité d'aller jusqu'au bout du processus, ou parfois il faut passer le relais à une autre structure, ou voilà, il y a tout un travail en réseau aussi, hein. On agit
pas seul en fait, hein. C'est vrai que c'est important aussi d'avoir cette notion de travail en équipe. Je dirais que la première phase, c'est quand même déjà de faire un peu l'état des lieux de, de la, entre guillemets, des capacités de la personne et puis de son environnement, de ses habitudes de vie, de ce qu'elle aime faire, de ce qui lui pose difficulté, de qui elle est entourée, sur qui elle peut compter. Au contraire, est-ce qu'elle est seule, à la personne qui l'aide. On fait un petit peu le point sur vraiment l'environnement de la personne. Et ensuite, on lui propose un certain nombre de bilans, de tests qui vont la mettre en situation en fonction de la problématique repérée. Si c'est une problématique motrice, si c'est une problématique sensorielle, cognitive ou autre. Une fois qu'on a identifié les difficultés, on établit un plan d'intervention, on va dire, qui permettra soit d'améliorer une fonction, donc là on va être plus sur la rééducation et dans ce cas ça peut être prodiguer des exercices particuliers, des mobilisations particulières, voilà, du travail de l'équilibre, ce genre de choses. Et en fonction des difficultés repérées, s'il y a des fonctions qu'on n'arrive pas à récupérer, on va chercher finalement une façon de compenser de façon soit naturelle avec une autre gestuelle, on va utiliser un autre geste, ou on va compenser de façon technique avec du matériel particulier, ce qu'on appelle les aides techniques que j'évoquais tout à l'heure. Et valider finalement l'utilisation ou pas de cette aide technique. Donc là, ça veut dire de nouveau des mises en situation avec la personne en utilisant ce matériel préconisé et vérifier oui ou non c'est pertinent, ou non ça fonctionne pas, il faut qu'on cherche autre chose et ainsi de suite. On y va à tâtons et en obtenant, on va dire, l'adhésion de la personne. Et puis, parallèlement à ça, il y a effectivement, de façon systématique, l'analyse de l'environnement, c'est-à-dire que il faut vérifier effectivement les conditions d'accessibilité au lieu, d'accessibilité voilà, à une entreprise, d'accessibilité au supermarché, au transport en commun, la possibilité d'utiliser un véhicule, ce genre de choses. Tu rentres vraiment dans la vie des gens, hein, vraiment. Ouais. De toute façon, on reprend un peu de façon chronologique aussi une journée type de la personne accompagnée pour voir à quel moment elle se retrouve en difficulté et comment on peut essayer de lever ces freins-là, quoi. Ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que, en fait, tu n'as jamais le même accompagnement parce que tu n'as jamais la même personne et tu n'as jamais la même situation en face. Ouais. Donc, chaque patient et accompagnement est finalement unique, quoi, ce qui rend le métier super intéressant parce que tu peux pas t'ennuyer, quoi, c'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est pas routinier du coup. Effectivement, ouais. Et justement, dans la recherche, avant de terminer les étapes, parce qu'évidemment, j'imagine que tu t'arrêtes pas à ce qu'on vient de se dire, mais avant de poursuivre à l'étape suivante, quand tu dois chercher des solutions, en fait, justement des contournements, des manœuvres de contournement, on va dire, de ce que j'ai pu voir en termes de vidéos, etc., donc c'est hyper inventif aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi se débrouiller pour... Tu vois, par exemple, je voyais une vidéo où tu avais un monsieur qui arrivait plus à attraper une fourchette. Tu sais, à la serrer dans sa main, et donc du coup la personne lui avait fabriqué comme une espèce de sangle qu'il mettait dans la main, autour de la main, et il glissait la fourchette dans cette sangle pour pouvoir manger. Mais ça, est-ce que c'est
ces outils-là, ils existent? C'est-à-dire qu'en gros, tu as un catalogue avec un fabricant qui vous propose Ouais. tout ça? Ou est-ce que chaque problématique, toi, tu deviens géotrouve-tout et il faut que tu fabriques, d'où les ateliers dans ta formation de vannerie, Oui, de exactement. menuiserie, Bah, c'est ça? En fait, du coup, mais c'est toi qui les on, fabriques? on est un peu on nous surnomme les MacGyver, hein. Voilà, à chaque fois, effectivement, il faut trouver une solution. On va chercher l'ergot donc il y a effectivement du standard. Donc il y a de plus en plus de fabricants qui développent aussi maintenant des choses, on va dire ergonomiques, des aides techniques, des choses qui sont déjà toutes prêtes et toutes faites, qui se démocratisent aussi, hein. Aujourd'hui, on en trouve même parfois dans les supermarchés, hein. Donc les mentalités évoluent aussi de ce côté-là. Donc ça, effectivement, on utilise ces ressources-là, mais ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc il faut parfois personnaliser les choses. Et effectivement, bah, c'est du bricolage, quoi, hein. C'est utiliser voilà des sangles, du scratch, de la colle. Donc voilà, on est beaucoup dans le bricolage. Et c'est pour ça qu'on a effectivement un certain nombre d'ateliers dans notre formation de base pour manipuler un petit peu les différents outils. Mais on doit aussi effectivement parfois personnaliser les choses. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant parce que c'est jamais finalement la même chose. Une solution qu'on aurait trouvée pour Monsieur X conviendra pas forcément pour Madame Y, quoi. Exactement. Et alors, comment tu fais pour toi, tous les jours, en fait, t'informer et pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose qui existe, d'un outil qui serait super pour ton patient, mais j'imagine que comme tu dis, ça évolue chaque jour et parce que tu as des nouveaux constructeurs, des nouvelles marques, des Ouais. nouveaux fabricants. Donc, tu fais comment et puis, pardon, il y a peut-être des collègues qui ont trouvé une solution dans une autre région, par exemple. Ouais. Le mec, il a eu une idée géniale pour un patient. C'est une super astuce qui est pas compliquée à mettre en place. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des forums, des trucs? Enfin, Ouais, tout à fait. Il y a la formation continue, hein, qui permet aussi de rester en veille sur les progrès. Il y a les salons aussi. Il y a beaucoup de salons professionnels qui permettent aussi d'aller à la rencontre des prestataires qui sont fabricants, qui mettent à disposition le matériel, qui permettent surtout de faire des essais. Hein, ce sur quoi les ergots sont quand même assez coriaces, c'est de pouvoir, comme on utilise les mises en situation, c'est de pouvoir solliciter le prestataire, avoir du matériel en prêt et pouvoir utiliser le matériel un certain temps pour valider ou non les essais réalisés. oui, t'assurer qu'il fonctionne bien avant de le faire acheter à ton patient. Voilà, pour pas faire, parce que nous, on n'est pas commerciaux, hein, je veux dire, on n'a aucun intérêt à faire une acquisition à la personne si la technique reste au placard. Bien sûr. Donc, il y a effectivement le lien à faire et le maintien du réseau auprès des fabricants, des prestataires. Il y a effectivement des plateformes d'échange, des forums aujourd'hui avec les possibilités, voilà, même les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a du lien qui se crée quand même entre les ergots en France. Et il y a effectivement ce travail de réseau. Alors, ça peut être aussi des pharmaciens de proximité, hein. Les personnes, d'un point de vue éthique, ont le choix de s'adresser à qui elles veulent pour obtenir une aide technique. Donc, parmi les aides techniques, on peut avoir le lit médicalisé, le fauteuil roulant et ainsi de suite. Donc après, les personnes, elles sont parfois attachées à leur pharmacie de quartier et il faut aller traiter avec le pharmacien de quartier. Donc voilà, il y a tout un travail de réseau aussi à faire. Ouais, et Dieu sait si, pour l'avoir vécu perso, les pharmacies et les, comment on appelle ça, tous les outils ou fauteuils roulants et compagnie, Ouais. honnêtement, c'est pas leur fort. Hein, Non, non. tu peux vraiment te galérer à trouver une pharmacie. Là, on lutte. Ouais, c'est ça. Ah bah je te confirme. De l'autre côté, je peux te dire que quand je dois trouver un fauteuil roulant, ça m'est déjà arrivé. Tu te retrouves avec des fauteuils roulants qui datent des années 50. Hein.
ça. alors que en fait, tu sais que par expérience, tu peux en avoir des super qui permettent de surélever les jambes. Ouais, Et tu vois, typiquement, je me rends compte que ce genre de situation aurait dû, à un moment oui. donné, déclencher une rencontre avec un ergothérapeute. Mmh. Et en 14 ans, je n'ai Ça n'a jamais jamais été. rencontré un ergothérapeute en 14 ans. Donc je trouve que c'est encore Bien sûr, peu ouais, démocratisé hein, quand même. Hein. Et pourtant, tout à ça fait. me paraît indispensable. Hein. Moi, je me suis dit depuis que j'ai commencé que ce serait, je pense, une bataille, qui se livrera tout au long de ma carrière, quoi. Les choses ont quand même beaucoup de mal à bouger, même si on a des instances représentatives qui essayent de faire avancer les choses auprès des gouvernements, auprès, voilà, on n'est pas une profession qui est conventionnée, donc on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, par exemple, en ville. Vous devriez être complètement intégré à 300% dans chacun des Mm. parcours hospitaliers, quoi. C'est quand même étonnant. Mais ça, c'est vraiment une culture Oui, très totalement. occidentale de la santé, Mm. de se dire qu'on répare, mais en fait, essayer d'éviter qu'il y ait de nouveau un accident, essayer d'éviter qu'il y ait de Voilà, nouveau un le mal-être. côté préventif Ouais, aussi, ouais. ça, c'est pas Mm. du tout dans notre optique, ouais. Je trouve que c'est bien Mm. dommage. Bon, alors pour revenir sur ton métier, tu disais tout à l'heure que dans une des étapes, ça pouvait être aussi de la rééducation. Alors du coup, j'ai une question, quelle est la différence entre un Mhm. ergo et un kiné? À quel moment un patient va chez un kiné pour la rééducation et à quel moment il va chez un ergothérapeute? Alors, pour expliquer un petit peu la complémentarité, je dirais de façon simple que le kiné va plus s'intéresser à la rééducation, on va dire, analytique, c'est-à-dire récupérer une amplitude, récupérer une force musculaire, et que nous, on va utiliser finalement le gain récupéré avec le kiné pour le réintégrer dans un geste fonctionnel ou dans la réalisation d'une activité. En ça, ils sont complémentaires. Tu peux nous donner un exemple super concret, juste pour que ça nous parle? Bah, exemple, une personne qui aurait eu un traumatisme au niveau de l'épaule, une luxation ou ce genre de choses, par exemple, le kiné va travailler à gagner en amplitude, c'est-à-dire à pouvoir faire monter le bras plus en hauteur, d'accord? Ou à gagner en force, c'est-à-dire pouvoir reporter quelque chose de lourd en hauteur. Nous, ce qu'on va vérifier, c'est que, bah, par exemple, la personne, elle puisse, malgré cette luxation, une fois qu'elle a récupéré un peu de mouvement au niveau de l'épaule, si c'est une femme, par exemple, bah, qu'elle puisse être en mesure de réaccrocher son soutien-gorge, se refaire son brushing, parce que tenir le sèche-cheveux et la brosse en même temps, quand on a eu cette difficulté au niveau de l'épaule, bah, c'est devenu certainement compliqué. Ok. Ouais, donc c'est vraiment lié à des gestes de la vie quotidienne Voilà. et c'est là que vous intervenez. Ok, Ouais. super. Alors, je t'ai coupé du coup un peu en plein milieu des étapes. Donc, tu disais, bon, on diagnostique, on rencontre, on identifie les besoins en fait de la personne et son environnement. On rééduque et on trouve, on met en place les solutions pour lui permettre d'avoir une vie quasi normale, en tout cas dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il y a des étapes après tout ça avant que la personne vous quitte, quoi? Alors, ben, je vais rebondir un petit peu sur justement la réadaptation professionnelle, par exemple, parce que c'est ce que j'effectue actuellement. Une fois, par exemple, que la personne a récupéré, euh, par exemple, enfin, a la possibilité de retourner sur le marché de l'emploi parce qu'elle a une nouvelle formation, c'est de vérifier avec elle qu'elle puisse finalement dupliquer ce qui a été identifié au sein de la formation, que ce soit pour la vie quotidienne ou que ce soit pour la réalisation de son métier, qu'elle puisse dupliquer les solutions et les faire exister dans l'entreprise. C'est exposer aussi ses besoins auprès d'un futur employeur. Comment j'explique je suis euh, que je suis une personne avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, que j'ai malgré tout de très bonnes compétences dans tel et tel domaine, mais que je vais avoir besoin de telle et telle installation, d'un siège particulier, d'un bureau pourquoi pas réglable en hauteur, parce que bah, j'ai des difficultés à supporter la position assise
la position assise prolongée, par exemple. Donc c'est un petit peu, voilà, assurer le lien entre tout ce qui a pu être identifié en termes de compensation et, et sur la suite du parcours professionnel, la mise en application de ces différentes solutions. Ok. Est-ce que là, on a fait le tour de toutes les étapes ou on aurait oublié quelque chose dans l'accompagnement? Bon, on a à peu près fait le tour. Après, voilà, comme on disait en introduction, voilà, chaque cas est tellement particulier qu'on va aller vérifier dans telle et telle sphère quelles sont les problématiques. Voilà, là, on parle par exemple de la réinsertion pro, mais une personne qui va être à la retraite, on va plus agir sur les loisirs, par exemple. Donc, ça peut être aussi solliciter des associations avec des bénévoles qui pourraient favoriser le maintien de certaines activités culturelles, par exemple. Ça peut être aussi pour une personne qui va être en situation de mobilité réduite avec fauteuil roulant, orienter la personne sur des associations de type handisport. Voilà, c'est vraiment transposable à toutes les sphères de la vie. Et alors ça, concrètement, Julie, si tu es amenée à devoir mettre en contact avec des associations, c'est vraiment toi concrètement qui contacte les associations et donne le nom à la personne pour les mettre en relation? Parce que moi, je trouve que c'est un boulot d'assistante sociale, ça. Là, clairement, c'est aussi un travail d'équipe, hein. Et puis, alors, ça peut être du simple conseil auprès du patient, c'est-à-dire, bah, tiens, moi je connais, il y a une association qui fait du sport adapté, voilà, vous pourriez peut-être vous rendre là, et là, la personne est libre, on s'en tient au conseil, mais si la personne nous dit, ben ouais, alors moi j'ose pas trop y aller seule, ou enfin j'ai besoin d'un accompagnement, ben, soit, alors je dis pas que ça va être forcément l'ergothérapeute qui va le faire, là aussi c'est encore l'intérêt du travail en équipe et de la transversalité, c'est soit de trouver la personne la plus à même d'accompagner, soit d'organiser voilà, la mise en lien en tout cas. Tout à l'heure, on parlait des solutions que vous pouviez être amené à mettre en place et donc des outils utilisés. J'ai lu dans certaines fiches que dans les solutions apportées, elles pouvaient être manuelles, technologiques ou animales. Alors du coup, ça a suscité ma curiosité. Est-ce que derrière animal, c'est le chien d'aveugle, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Oui, là, c'est une des spécificités effectivement dans le cadre du handicap visuel. Après, ce sont quand même des champs d'intervention qui nécessitent des formations spécifiques, même en tant qu'ergothérapeute. Et technologique, est-ce que c'est l'exemple que j'ai vu sur une des vidéos où tu vois une personne avec un fauteuil roulant, tu sais, a priori elle a plus du tout de mobilité, la seule c'est sa tête et du coup elle arrive à taper, tu sais, avec une espèce de souris qu'elle met sur sa Oui, bouche. Est-ce oui, que tout c'est le à genre de solution que vous pouvez aussi être amené à mettre en place? fait. Ouais, complètement, oui. Là-dessus, oui, oui, on est complètement à même on est dans la pleine compensation là. Donc, effectivement, c'est l'exploitation de l'ordinateur avec des contacteurs particuliers. Donc, pourquoi pas, voilà, une commande au niveau du menton ou de la tête, une commande au souffle, par exemple. Et c'est tout ce qui va être aussi autour de la domotique, hein, effectivement. Donc, ces outils technologiques qui vont permettre de commander à distance, voilà. L'ouverture, la fermeture des volets électriques, par exemple, à l'aide d'un smartphone. Alors c'est quoi ce que tu dis? Une commande par le souffle? Alors ça c'est incroyable ça, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire, c'est juste, enfin, c'est le principe de la souris, on clique dessus avec l'index. Bon, bah là, c'est une souris sur laquelle le pointeur et le fait de cliquer va se faire par le souffle. Donc là, c'est une personne effectivement qui n'aurait pas de mobilité autre que celle liée au souffle, pas de mobilité au niveau de la tête ni au niveau des bras, par exemple. Ok, ok. Alors, j'ai lu aussi que vous développiez des techniques, je ne sais pas si c'est ton cas, mais autour de l'art-thérapie, la musicothérapie, tout ce qui est relaxation. Mhm. Est-ce que c'est ton cas et est-ce que tu peux nous décrire quelles sont les différentes techniques que vous exploitez dans le cadre de votre métier? Alors moi, c'est pas mon cas actuellement. Euh,
Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est d'utiliser une activité comme médiatrice, c'est-à-dire comme intermédiaire, comme prétexte, on va dire. Donc n'importe quelle activité peut être utilisée comme prétexte du moment qu'elle répond à un objectif thérapeutique. Par exemple, si on intervient dans le domaine de la psychiatrie, quelqu'un qui va avoir tendance à se laisser aller, qui va pas forcément prendre soin de son image, quelqu'un qui aurait peut-être un trouble je sais pas, d'ordre psychotique ou enfin, une problématique liée à l'image. Et on pourrait imaginer voilà, des séances où on utiliserait un soin du visage ou le maquillage comme prétexte pour pouvoir favoriser une revalorisation, une renarcissisation, et pourquoi pas voilà une façon de créer un rituel pour pouvoir sortir la personne, enfin recréer des repères, une routine un petit peu de préparation le matin. Mais du coup, il y a une part énorme de relationnel et de psychologique, hein, donc du coup, dans votre métier. Hein. Oui. Si dans tes patients, tu as des patients aussi qui sont là suite à un accident de la vie et donc à un traumatisme souvent associé, forcément le côté psy rentre en ligne de compte parce que tu peux faire face, je sais pas, à des gens qui baissent les bras Oui. ou bien au contraire ont énormément de colère et du coup qui peuvent se retourner aussi contre les gens qui veulent les aider, quoi. Donc ça, comment tu fais face et est-ce que vous êtes formé à ça? Oui, bah oui, 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 dans la formation de base, on aborde déjà un petit peu tout ce qui va être lié aux étapes du deuil, donc ce que tu expliques, le déni, la colère, le deuil d'une situation. Je parle du deuil, pas enfin, on n'est pas au sens de la perte de quelqu'un, mais la perte d'un statut, on va dire, ou d'une capacité, voilà. Et donc on éponge un petit peu le passage dans les différentes phases, le déni, la colère. Effectivement, moi je me dis toujours que ben je suis pas seule en fait. La plupart de mes postes occupés sont déroulés dans des équipes pluridisciplinaires où bah déjà faut pas prendre pour soi. Enfin il y a la question de la juste distance avec le patient accompagné. C'est pas contre nous à ce moment-là qu'il en a. Et si jamais ça le devenait, ben, il faut savoir aussi passer la main à un collègue ou autre. Enfin, nous aussi, on est humains et on peut avoir parfois des moments où bah oui, ça accroche pas forcément, il n'y a pas forcément d'affinité si on peut l'expliquer comme ça. Mais moi, je me dis toujours que enfin, je suis pas seule. Si je rencontre une difficulté d'ordre relationnel, bah, il faut en parler avec les collègues, faut un petit peu vider son sac. Et puis, il y a toujours un collègue qui va dire, bah, peut-être prends-le plus, enfin dis-lui plus ceci ou dis-lui plus cela. Et puis, et puis voilà, faut vraiment pas le prendre pour soi à ce moment-là en fait. Et comment tu fais, Julie, parce que tu fais face à des situations qui sont forcément... je pense qu'il y a des fois, ça doit être dur, ça doit être triste, ça doit être... bon, bref. Comment tu fais pour pas ramener ça chez toi? Je bois énormément. Ah non, pardon, ça c'est ton mari. Pardon, pardon. Non, tu fais comment? Parce que, purée, c'est ça, c'est les métiers qui sont compliqués. Tu rentres à la maison et, et comment on peut te demander de passer la porte de la maison et d'oublier les gens? Je veux dire, c'est pas le Ouais, Xème dossier que tu gères comme moi, ça peut être le cas dans mon métier, tu vois. Et en même temps, j'imagine qu'il faut créer cette distance. on nous apprend aussi à ça dans la formation initiale. Il y a des fois c'est plus compliqué que d'autres parce que forcément il y a des fois des situations des fois où on se projette, on se reconnaît, on se dit ah, ça aurait pu m'arriver à moi ou c'est une personne qui a mon âge ou et puis ben entre guillemets il y a le quotidien qui revient à la maison. Hein, il y a des enfants, il y a la vie continue, entre guillemets, et puis c'est nécessaire d'avoir ce sas parce que bah, le lendemain, ça recommence, quoi. Donc, il faut un moment.
faut quand même créer la coupure. Mais ça s'apprend et je pense qu'effectivement après l'expérience joue aussi, hein. Je dis pas que j'avais le même recul, les premières années de Je sais pas si tu avais eu l'occasion de le lire, c'était le bouquin de Grand Corps Malade. je ne l'ai pas encore lu, ouais, effectivement, mais j'en ai entendu parler, ouais, ouais. Je l'ai lu il y a quelques années et je l'avais adoré, ce bouquin. Il décrit beaucoup les personnes accompagnantes qui travaillent dans le centre et qui il s'en moque un peu. Enfin, je sais, il en parle avec beaucoup d'affection et en même temps aussi avec un peu de moquerie parce qu'il explique qu'on leur a appris à créer de la distance. Ouais, Et que ça en devient vraiment presque caricatural, quoi. Hein. C'est-à-dire, d'accord. on les a tellement poussés à y mettre de la distance qu'ils en deviennent froids. Et donc j'en arrive à ma question, c'est comment tu arrives à faire un juste équilibre entre cette distance nécessaire pour toi et pour le patient, je pense. Parce Mmh. que si Oui, tu tout te mets à à fait. pleurer devant la personne en disant «Ah, c'est horrible, Mmh. moi aussi, je trouve ça trop triste», ça n'aide absolument pas, je pense, la personne. Mais en même temps, si tu fais ton métier comme un robot et que tu t'adaptes pas à la personne que tu as en face, je pense que c'est que tu t'as pas compris ce que c'était que le métier d'ergothérapeute. Alors c'est dur de trouver cet équilibre, non? Oui, oui, c'est pas simple effectivement. Puis il y a des moments où bah, nous aussi on a nos coups de mou, hein, coups de fatigue, soucis perso et autres. Donc c'est vrai qu'il faut être quand même assez mentalement disponible pour s'occuper de quelqu'un. Il faut être quand même déjà bien droit dans ses baskets. Ouais, puis je pense que tu dois aussi, de base, être dans l'empathie, quoi. Et voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est aussi se mettre à la place d'eux, se dire oui, alors c'est peut-être pas ce que moi j'aurais pensé, mais c'est possible que cette personne pense comme ça, et à ce moment-là, je vais composer avec effectivement ses sentiments, ses envies, sa motivation. Mm. Après, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le côté aussi, je transmets quelque chose, quoi. J'essaye de faire avancer, que ce soit dans les conseils, que ce soit dans, j'essaye d'apprendre des choses aux personnes, et puis après qu'elles puissent s'en saisir et, enfin voilà, s'en emparer et les utiliser à bon escient dans la vie de tous les jours, pour les faire avancer, quoi. Ah ouais, et surtout, ce que je trouve assez beau aussi, c'est que votre objectif, c'est vraiment comme des parents hein, qui éduquent des enfants pour les voir s'envoler, quoi. C'est-à-dire que votre but Oui. ultime, c'est de les rendre autonomes et voilà, et indépendants, quoi. Oui. Et moi, ce que je comprends aussi, c'est que c'est un métier qui est dans le relationnel et donc essentiellement en visu, quoi. Comment tu fais là en ce moment avec le Covid, enfin le confinement, pardon, parce que c'est pas un métier que tu peux exercer en visio, quoi. Donc, quelle parade vous trouvez? Alors, ça a ses limites, effectivement, à distance. Là, actuellement, donc, il y a quand même une place à prendre sur l'activité, enfin, sur le conseil, sur l'installation justement en télétravail. On se retrouve tous finalement en télétravail, et on a vu avec le premier confinement que il y avait des installations qui étaient un petit peu n'importe quoi à la maison. Les personnes, du coup, se sont retrouvées, même des personnes qui n'avaient pas forcément des problématiques de santé pour travailler. Il y a eu tout un arsenal de conseils à donner pour pouvoir limiter l'impact de telle et telle installation ou mauvaise installation sur bah, voilà, les positions qui pouvaient être statiques, que je passe ma journée devant l'ordinateur et effectivement le soir j'ai mal au dos, voilà, je suis pas bien parce que j'ai pas assez bougé dans la journée. Donc il y a aussi tout un tas de conseils. Donc actuellement c'est une des principales activités euh, qui peut être faite pour le coup à peu près à distance. Après, effectivement, on est quand même limité parce que pour faire le choix d'aide technique, les essais d'aide technique, pour pouvoir mettre en situation la personne, il faut qu'on soit en situation réelle. Et ça veut dire que pendant le premier confinement, vous avez pas bossé, par exemple?
Alors, si, on a continué à travailler. Les personnes qui étaient en formation au centre de réadaptation professionnelle ont été mises en formation à distance. Et du coup, il y a eu un gros travail de lien, enfin préserver le lien avec des coups de fil, avec des visios, avec du chat, des SMS, des mails et autres pour effectivement voir si la formation continuait de bien se dérouler à distance parce que utiliser justement des nouveaux outils, des plateformes de visio et autres, c'était pas donné à tout le monde. Et puis pour justement un petit peu baliser les choses en termes d'installation liées au télétravail, quoi. Une petite question, alors donc est-ce que tu pourrais aussi nous décrire, pas forcément là où tu travailles puisque tu l'as fait, mais quels sont les endroits où un ergothérapeute peut travailler? Donc j'ai cru comprendre, en centre de rééducation, enfin en institut de rééducation, en maison de retraite aussi, Mhm. en libéral, donc en déplacement à domicile, en institut psychiatrique. Alors ça, si je dis pas de bêtises, mais ça je ne le savais pas. Et quel autre endroit, quand tu veux devenir ergothérapeute, tu peux imaginer travailler dans quel type d'endroit? Par rapport auprès des enfants, il y a aussi possibilité en cabinet d'accueillir au même titre qu'un orthophoniste, par exemple, reçoit des enfants en rééducation. Il y a des ergothérapeutes de plus en plus qui s'installent en ville et qui peuvent recevoir des enfants pour effectuer un certain nombre de bilans et aussi pour trouver des façons de compenser les difficultés liées à l'écriture, par exemple, ou à la lecture. Donc ça peut être utiliser, mettre à disposition un ordinateur portable et ensuite l'intervention dans les écoles pour favoriser justement l'utilisation de cet outil de compensation. Donc un travail qui peut se faire aussi dans le milieu scolaire, par exemple. Tu as insisté à plusieurs reprises sur le fait que tu travaillais en équipe et que c'était super important d'avoir la complémentarité en fait de tous les métiers face à des cas qui sont à chaque fois, j'ai l'impression, uniques. Est-ce que tu peux nous expliquer avec quel corps de métier tu travailles? Alors, normalement, on agit sur prescription médicale, nous. Donc, on travaille en lien effectivement avec les médecins en premier lieu. Et puis ensuite, on intervient aussi avec d'autres rééducateurs, comme les kinésithérapeutes, évidemment, les psychomotriciens, les neuropsychologues, les orthophonistes. On a aussi affaire aux professionnels du corps social, comme les assistants sociaux, les éducateurs spécialisés, par exemple, également. Et puis, il y a le personnel soignant, comme les infirmières, les aides-soignants, les auxiliaires de vie. On travaille en lien aussi avec les psychologues cliniciens, les psychologues du travail. On peut travailler aussi avec des enseignants en activité physique adaptée qui proposent donc du sport adapté. Et vous avez des commissions, tu sais, par exemple, par rapport à un patient, par exemple, où vous vous regroupez pour avoir une vision un peu 360 de la personne et de l'accompagnant? D'accord, ok. Alors oui, nous on organise effectivement aussi des réunions de concertation, notamment par exemple là où je travaille sur le centre de réadaptation professionnelle, je travaille aussi avec des formateurs, en lien avec les formateurs qui donc prodiguent les cours pour la formation. Et le lien, il va être important à faire en fait pour pouvoir expliquer quels sont les besoins de la personne, quel est le retentissement de son problème de santé pour suivre la formation, Ok. de façon à ce que lui puisse adapter éventuellement certaines méthodes pédagogiques et puis aussi qu'il puisse comprendre pourquoi il a besoin de tel ou tel matériel pour pouvoir suivre la formation. Donc là, quand tu travailles, tu as un statut de salarié, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois. Quand tu es en libéral, c'est quoi le statut? Auto-entrepreneur là actuellement. D'accord, ok, ok, ok. Est-ce que ce sont des métiers qui sont bien payés, pas bien payés dans le métier de la santé? Ben,
Joker! Dans la dans la continuité de ce qui a été, déjà un petit peu enfin des revendications, dont on entend parler depuis, déjà quelques mois, bon alors on entend beaucoup parler du secteur, public évidemment, mais dans le secteur privé, c'est pas non plus, voilà, on n'est pas sur des salaires, de dingue, hein, c'est un salaire correct, mais qui n'est pas non plus, en tout cas en début et milieu de carrière, qui n'est pas non plus franchement fou. Il y a des possibilités d'évolution sur voilà des statuts de cadre ou ce genre de choses, mais on sait que voilà on est le gap entre le début et la fin de carrière, il n'est pas non plus. Pour dire les choses poliment, tu exerces pas ce métier pour gagner de l'argent, quoi. C'est ça. Ça peut C'est pas être ta motivation première, quoi. Ok, ok. tout à fait. Quand tu es en libéral, tu fais comment pour te faire connaître? Alors là, effectivement, c'est un de mes points faibles, en tout cas moi, parce qu'on n'est pas formé vraiment à ça dans notre formation de base, hein. En plus, enfin, le libéral, il est seulement en train de se démocratiser, je dirais, se développer. Donc on n'est pas franchement commerciaux nous, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On n'est pas c'est quand même compliqué de se vendre. Alors c'est utiliser ben voilà toute forme de communication, y compris les réseaux sociaux. Et c'est certainement aussi se former à voilà à l'utilisation de certains outils pour pouvoir se faire connaître. C'est pas une chose qui est simple à faire, d'autant que derrière ça, il faut toujours un petit peu ramer parce que le particulier va devoir financer la prestation d'évaluation ou les séances de rééducation, où il va falloir être au taquet pour lui proposer des pistes de financement, que ce soit via la mutuelle, l'assurance retraite, avec un dossier spécifique auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap. Donc il faut bien connaître ses droits et bien connaître les leviers à activer pour obtenir des financements, quoi. Ouais, parce que j'imagine qu'en plus, pour le coup, du côté du patient, ça doit quand même coûter cher, quoi. Ouais, ça peut être un critère rédhibitoire malheureusement, malgré voilà la démonstration du bien fondé de notre intervention. Il y a des gens qui reculent en fait, hein, une fois qu'on a exposé l'intervention et que on leur explique qu'il y aura peut-être un reste à charge, qu'il va falloir monter des dossiers administratifs pour obtenir des financements, que ça peut prendre un peu de temps. Il y a des gens qui baissent les bras malheureusement. Ouais, ouais. Et pourtant, je pense que l'argent dépensé, mais on l'a pas toujours, hein, tu vois, même en trésor, mais l'argent dépensé, à mon avis, t'évite d'en dépenser bien plus après. D'ailleurs, mais ça, c'est tout le truc de la Sécu aussi. On en revient toujours au système de santé, hein, mais on est prêt à payer une tonne de remboursement de médoc. Ouais. Parce que les gens ils ont mal au dos, alors ça on rembourse. Ouais. On rembourse le mal de dos et les médocs associés qui te pourrissent l'estomac 2 ans après. Mm. Mais par contre, on va pas rembourser des trucs qui te permettraient d'éviter d'arriver dans une situation comme celle-là, quoi. C'est bon, c'est toute la logique. Ok, ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Quelles sont tes joies, tes fiertés de l'exercer? Ouais, je dirais que j'ai bien aimé ton expression de tout à l'heure, voir la personne s'envoler, enfin, c'est-à-dire, voilà, effectivement, récupérer ne serait-ce qu'un, voilà, une indépendance dans telle ou telle activité. J'ai envie de faire ça à tel moment et j'ai besoin de personne pour le faire. Je peux réintégrer un métier qui me plaît et je peux participer à la vie de la société, trouver ma place dans la cité. Je veux bien croire. Ouais, ouais. Et à l'inverse, quelles sont les difficultés de ton métier? Ou qu'est-ce que tu changerais dans ce métier si tu pouvais? Les difficultés, c'est que je le sais depuis le début, c'est qu'il faut sans cesse se justifier, il faut sans cesse expliquer, il faut sans cesse prouver le bien fondé de notre intervention. En premier lieu au patient, parce que quand le patient il arrive chez l'ergothérapeute, je lui parle pas, quoi. Donc il y a déjà tout un travail de faut poser les bases, faut expliquer
à quoi ça va servir, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Et des fois, je suis obligée de, le- de me vendre, entre guillemets, de vendre ma mission, enfin, ce que je peux apporter. Et voilà, ça, parfois, c'est un peu fatigant de devoir se justifier. Alors, ça peut être une façon d'entrer en contact avec la personne. Ça me paraît normal, mais c'est vrai que même auprès de certains professionnels, parfois, on se sent voilà, oublié auprès des médecins généralistes ou spécialistes qui ne connaissent pas forcément, alors que voilà, ils ont fait X d'années d'études et enfin, je me demande même si on aborde dans leur formation notre existence, quoi. C'est vraiment une énorme lacune culturelle. J'ai vraiment l'impression qu'on est de plus en plus quand même contaminé, mais c'est une bonne chose hein, quand je le dis, mais par des petites voix. Et je trouve qu'en fait, de plus en plus, on est quand même en train de valoriser toutes ces démarches-là. Et pour moi, ça participe aussi de votre métier, quoi. C'est à la valorisation de votre métier, parce que c'est un tout. C'est de se dire qu'à un moment donné, le bien-être, être Mm. bien dans son corps, c'est ce qui fait le bien-être aussi dans la société, quoi. À ton avis, quelles sont les qualités d'un bon ergothérapeute? Oui, savoir faire preuve d'empathie, ça me paraît quand même déjà être primordial. Être finalement assez adaptable, pouvoir s'adapter à la situation ou à la personne qu'on a en face de soi. Et puis, quelque part, faire preuve de persuasion, mais enfin, tout en restant humble, quoi. C'est-à-dire, voilà, on peut être en position de donner des conseils, de faire de l'éducation auprès du patient, mais tout en tenant compte de ses expériences à lui, de ses croyances, sans se positionner forcément en tant que sachant, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la personne, quoi. J'avais lu qu'il fallait être aussi très curieux, et ça, je pense que c'est lié aussi à la capacité de se réinventer à chaque Ouais. problématique pour trouver une solution la plus adaptée. Et quand je disais tout à l'heure, je retrouve tout. Ah oui, c'est clairement ça. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que j'aime parce qu'il y a un côté hyper débrouillard, hyper malin, hyper astucieux, parce qu'on peut pas à chaque fois inventer le fauteuil roulant à 10 000 Ouais. et qu'il faut une solution qui soit complètement pragmatique par rapport à la situation donnée, quoi. Donc je trouvais que le côté créatif et curieux était super juste. Alors maintenant, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent faire ce métier, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Il y a un site qui est très bien fait, qui est le site de l'Association nationale française des ergothérapeutes, qui est donc une de nos... On n'a pas d'ordre, hein, nous, en tant qu'ergo, il n'y a pas d'ordre au niveau de notre métier, mais on a cette instance représentative. Donc, on retrouve pas mal de choses sur les centres enfin, les instituts de formation, le parcours de formation. On peut retrouver aussi les coordonnées de certains libéraux. On peut trouver voilà, pas mal de sites aussi, de liens en fait vers d'autres sites. Donc ça peut être déjà une piste. Euh, et puis après, c'est de se rapprocher, de ne pas hésiter à se rapprocher aussi d'ergothérapeutes qui auraient laissé leurs coordonnées sur cette plateforme pour pouvoir discuter comme on a pu le faire aujourd'hui, quoi. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger de vive voix avec un professionnel pour comprendre vraiment ses actions. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut vraiment se rendre compte concrètement de ce que ça signifie. Après, ce que je comprends aussi, c'est que le métier, en fonction de là où tu l'exerces, peut quand même avoir peut avoir un impact sur le type de problématique que tu gères ou le type de personne que tu traites. Du coup, je trouve que c'est aussi important d'essayer d'avoir la vision la plus large Ouais, possible. tout à fait. Ouais. Essayer de frapper à différentes portes pour voir quelles sont les spécificités dans chaque domaine. Oui, tout à fait. Ok, bah écoute, merci beaucoup.
C'était super intéressant et j'ai découvert plein de trucs. Julie, avant de se quitter, tu sais, je t'avais demandé de réfléchir à un dernier truc et c'était de me lancer le défi de partir à la découverte d'autres métiers. Est-ce que tu as pu y réfléchir? J'avais 2 idées. Alors une très complémentaire de tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connais le métier de neuropsychologue. Non, pas du tout. Du coup, je pense que ça pourrait être bien complémentaire à ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, on reste dans la branche paramédicale, hein, on va dire. Et puis, plutôt un sujet d'actualité, parce que tu m'avais dit réfléchir peut-être à un métier inspirant ou méconnu ou autre. Je m'attends au pire là. Non, pas du tout. Moi, je me posais la question, voilà, de voir un petit peu au niveau des libraires comment se passait, voilà, la vie d'un libraire dans sa boutique. On parle du petit libraire indépendant. Je passe souvent quand je vais au marché devant un petit libraire qui a ouvert il y a, je dirais, peut-être 2 ans. Et en fait, quand je passe devant, je me dis toujours, voilà, depuis le mois de mars, quoi, je me dis toujours comment on en entend beaucoup parler actuellement, mais comment clairement ce petit libraire survit actuellement. Et puis, Écoute, super métier quoi. C'est un super défi que tu me lances, donc je te remercie énormément. de rien, c'était un plaisir. Je te souhaite une super bonne fin de week-end. À très vite. J'espère sincèrement que cette interview vous aura permis de mieux cerner le très beau et indispensable métier d'ergothérapeute qu'exerce Julie. Si vous souhaitez rentrer en contact avec Julie pour de plus amples informations, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message et puis je vous transmettrai sans souci ses coordonnées. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!